Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est le grand succès du cinéma français en 2014. La famille Verneuil, bien française, traditionnelle, catholique, bourgeoise et gaulliste, marie ses 3 premières filles à 3 personnes issues de la diversité. Rachid, un avocat musulman originaire du Maghreb. David, un juif au chômage. Et Chao, un banquier d'origine chinoise. Accepteront-ils de marier leur cadette à Charles, un comédien d'origine subsaharienne et catholique ? En plus de nous faire rire, cette comédie entend clairement promouvoir le multiculturalisme et le métissage. Le réalisateur du film, Philippe de Chauvron, a lui-même contracté un mariage mixte, ce qui a inspiré l'écriture du scénario. À échelle de la société, le projet de multiculturalisme s'appuie sur l'idée d'égalité entre les hommes, quelle que soit leur origine, comme l'explique l'un des acteurs du film. Après, ça montre qu'en fait, en ayant l'esprit ouvert, tout s'arrange. On est tous les mêmes. Ça montre juste qu'en étant différents, on peut tous vivre ensemble. Voyons ce qu'il en est. À l'état de nature, et sans avoir développé une organisation sociale et institutionnelle de grande ampleur, l'homme vit en communautés tribales qui permettent la survie grâce à l'entraide et au partage des tâches. L'homme est par nature social, tribal, communautaire. Les communautés humaines partagent une même langue, des croyances, des rites, une manière de vivre et surtout, des signes d'appartenance à un même groupe. Voici un Maori. Vivant principalement en Nouvelle-Zélande, les Maoris ont pour signe d'appartenance des tatouages sur le corps et le visage, qui ont à leurs yeux une profonde symbolique religieuse. Qui se ressemble s'assemble. Ainsi, grâce aux tatouages, il est clair qu'un Maori ne fera jamais partie d'un autre peuple, et qu'un non-Maori ne sera jamais Maori. Toutes les tribus étudiées sur les 5 continents ont aussi chacune leur propre signe d'appartenance. Vêtements, ethnie, langue. Étant uniques, chacune participe à la beauté et à la diversité du monde. L'évolution historique a conduit une grande partie de l'humanité à quitter le tribalisme pour établir des États-nations. Certains États ont préservé une unité ethnique, comme par exemple le Japon, et certains autres sont multi-ethniques, c'est-à-dire formés de plusieurs peuples. Dans la France de ce début du XXIe siècle, le pouvoir républicain promeut la société multiculturelle, le projet de faire vivre ensemble différentes ethnies et différentes cultures. La République énonce que le contrat social garantit l'égalité des citoyens devant la loi, quelle que soit leur origine. La société multiculturelle érige l'antiracisme comme pilier absolument indispensable à la cohésion de la société. C'est tellement vrai que le racisme est puni depuis 1972. Nous connaissons tous la formule. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Malgré cette volonté d'unification, on observe les individus se regrouper en tant que groupe ethnique ou religieux, soit par affinité, soit pour défendre leurs intérêts. C'est le communautarisme. Communautarisme juif. Communautarisme arabo-musulman. Communautarisme noir. Communautarisme non-blanc, se dénommant lui-même indigénat ou diversité. Communautarisme asiatique. Communautarisme par orientation sexuelle. Depuis la fin des années 90, on a vu apparaître et se développer en Europe un communautarisme des Européens de souche, ou communautarisme blanc, les mouvements identitaires. Il est totalement impossible d'être à la fois antiraciste. Le racisme augmente de manière insupportable dans notre pays. Et communautariste. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Car c'est affirmer une chose et son contraire. Manuel Valls se contredit. Il affirme se battre contre le racisme tout en défendant une communauté spécifique à laquelle il appartient. Quand même. C'est également le cas du Conseil représentatif des associations noires de France, le CRAN, qui affirme vouloir combattre le racisme, l'idée selon laquelle les races humaines existent et se différencient entre elles. D'autre part, le CRAN représente et défend les intérêts des individus noirs. Nous pourrions dire de race noire. Dans la brochure « Parité et diversité au sein des exécutifs municipaux », cette association utilise la photographie, le nom et le lieu de naissance des conseillers municipaux
pour leur assigner une race, européen, maghrébin, noir, asiatique. Cela illustre l'imposture grotesque de l'antiracisme. Les races n'existent pas, mais sont égales entre elles. Cette première contradiction s'accompagne d'une seconde. Je défends les intérêts de ma communauté, mais je lutte contre le communautarisme. Notons au passage qu'il est permis au CRAN de faire des statistiques ethniques au sujet des conseillers municipaux, laissant penser que les Blancs sont trop représentés dans la vie politique locale. Question. Pourquoi n'est-il pas permis de faire des statistiques ethniques au sujet des crimes commis sur le territoire français, comme par exemple les meurtres ou les viols? Qui se ressemble s'assemble. Cela reste vrai dans la société multiculturelle, mais cette fois, c'est votre discours qui déterminera si vous êtes dans le groupe ou non. Vous devez suivre l'idéologie multiculturelle en disant que vous croyez que les races n'existent pas et qu'elles sont égales entre elles. Surtout, vous ne devez pas sortir du politiquement correct. Vous ne pouvez pas exprimer des propos qui seront jugés racistes. La simple suspicion de racisme suffira à vous exclure du groupe. C'est précisément cette exclusion du groupe que symbolise la petite main jaune de SOS Racisme. Revenons-en au film pour illustrer ce phénomène d'exclusion. Lors du déjeuner, le père des 3 filles mariées, Claude Verneuil, tient des propos considérés racistes par les autres convives. Il sera finalement exclu du groupe en quittant le dîner. Au retour, on s'est perdu, on s'est retrouvé à Barbès. Alors, ça aussi, c'était folklorique. Hein. Vous voulez dire quoi par folklorique? Heureusement que j'avais mon passeport sur moi, parce que d'un coup, j'étais à Babel-Oued. Ah, là, tu dérapes vraiment. Mais quoi, c'est vrai, il n'y avait pas un Français sur le trottoir. C'est un constat, chérie. Il y a un charme du Maghreb, un charme de l'Orient. Lorsque viennent ici, c'est la nostalgie, voilà. Comment vous savez qu'ils n'étaient pas français? Vous leur avez demandé leur papier? Enfin, mais c'est quoi ce ton, Rachid? Enfin, on peut débattre sans s'énerver, non? Vous appelez ça un débat? Mais depuis le début du repas, vos réflexions sont vraiment limites. Comment ça, limite? Limite. Limite raciste. Raciste? Moi? Je suis républicain et gaulliste comme l'était mon père. Viens, Marie, on rentre à Chinon. Ah, Claude. Non. Non mais attendez, Claude, il y a le dessert. Non, oui, non merci, je n'aime pas les litchis. Concluons cette première partie en affirmant que c'est la nature de l'homme que de former des groupes, dont certains sont liés à la naissance comme les tribus. Dans la France du XXIe siècle, le groupe est en théorie formé de citoyens égaux, mais en pratique se forment des communautés qui réclament des droits spécifiques. Mais alors, pourquoi voit-on émerger le communautarisme dans toutes les sociétés multiculturelles? Cela se comprend bien en étudiant la pyramide des besoins humains de Maslow. En effet, le besoin d'appartenance est un besoin fondamental, puisqu'il arrive juste après les besoins vitaux et le besoin d'être en sécurité. Nous, les êtres humains, avons besoin de nous reconnaître en ceux qui nous entourent. Nous avons besoin d'appartenir à un groupe, de sentir que nous en faisons partie. L'échec du modèle républicain est l'échec à répondre à ce besoin fondamental que nous partageons tous, le besoin de nous enraciner au sein d'une famille, d'un groupe, d'une communauté. Cette question est similaire à ce verre d'eau, selon le point de vue à moitié vide ou à moitié plein. Le communautarisme est souvent présenté comme l'expression du rejet, de la division et même de la haine de ceux qui ne font pas partie de la communauté. Le communautarisme peut aussi être vu comme le ciment indispensable à l'esprit de famille, donc de solidarité et d'entraide, ferment de cohésion et finalement expression de l'amour au sein d'une communauté. Les régimes totalitaires affirment toujours détenir une autorité morale, c'est-à-dire qu'ils disent agir pour le bien. Pour le communisme, le bien, c'était de défendre les prolétaires, donc, indirectement, de s'attaquer aux capitalistes. Pour le communisme, il fallait créer un homme nouveau soviétique, ou Homo soviéticus, débarrassé de ce qui, selon eux, le pourrissait de l'intérieur, le droit de propriété. Les parents noirs sont des gens très tolérants. La preuve, leurs 3 autres filles ont épousé un Chinois, un Juif et un Arabe.
C'est quoi ça comme famille? C'est des communistes? Pire, des multiculturalistes. Pour le multiculturalisme actuel, le bien, c'est de défendre les minorités ethniques, donc indirectement, de s'attaquer à la majorité ethnique, c'est-à-dire les Blancs, les Européens de souche. Pour le multiculturalisme, il faut créer un homme nouveau, un homme cosmopolite, métissé et nomade. Cette idéologie cherche à le débarrasser de ce qui, selon elle, le pourrit de l'intérieur, l'enracinement. Nous pourrions aussi évoquer le communautarisme ou le racisme. Pourquoi ce mot « totalitarisme » ? Parce que les régimes totalitaires ont pour particularité de chercher à contrôler la population en ce que chacun a de plus intime, la pensée. Pour contrôler notre pensée, le totalitarisme multiculturel agit par 3 leviers. Levier 1, propagande. Levier 2, censure. Levier 3, surveillance. Levier 1, contrôle des masses par la propagande appuyant l'idéologie officielle, l'antiracisme et la promotion du métissage. Selon le journal Le Point, ce film vaut toutes les campagnes contre le racisme et l'antisémitisme. En effet, la propagande multiculturelle est absolument partout. Dans les films, dans les séries, dans les livres, à la télévision, dans des spots de propagande du gouvernement, dans le sport, etc. Diabaté Babacar. Babacar qui passe à Ndoula. Une équipe de noirs en fait. Ce sont les blancs. La France. Avant on tenait des propos racistes. On s'en rendait même pas compte. Mais maintenant c'est du passé. Parce qu'on a découvert Electrosteam. Grâce à sa technologie révolutionnaire, Electrosteam chasse les mauvaises pensées racistes de votre corps. Le message porté par cette propagande est très simple. Les Blancs sont méchants. Ils sont accusés du crime de racisme. Ils portent la haine. Sam, il faut te méfier des Blancs, surtout les Français. Les Français sont mauvais et bêtes. Eux, et eux seuls, doivent porter la culpabilité de crimes passés honteux, qu'ils doivent assumer collectivement. Comment reconnaître cette propagande ? Le thème du racisme anti-blanc n'y est jamais abordé. Jamais. Levier 2. Censure et sanction de la population qui ne pense pas selon cette idéologie officielle. Les institutions judiciaires françaises punissent de plus en plus durement ceux qui dévient de l'idéologie officielle du régime. Par exemple, début 2015, le blogueur Boris Lelay reçoit une condamnation de 6 mois de prison ferme. 6 mois de prison ferme pour soi-disant déviationnisme idéologique au nom du sacro-saint manquement à l'idéologie antiraciste. Dans une vidéo de juin 2013, j'avais dit qu'il n'y avait pas de Celtes noirs, qu'on n'en avait jamais vu et qu'on n'en verrait jamais, et que le cas échéant, ce serait une révolution pour les sciences historiques et pour les sciences de la génétique. Il n'y a eu aucun propos insultant, aucune menace physique ou autre, aucune agression. En URSS, les anticommunistes opposés à l'idéologie officielle et au régime étaient traités en tant que malades psychiatriques, comme l'a raconté l'écrivain russe, prix Nobel et opposant au communisme, Alexandre Solzhenitsyn. De même, dans une société multiculturelle, le racisme est considéré comme une maladie mentale. Par exemple, dans le film, Marie Verneuil consulte un psy pour ses problèmes de racisme. Les mulots. Les mulots, oui. Mais si j'ai bien compris, ton problème de racisme viendrait des mulots. Levier 3. Surveillance de la population par elle-même grâce à la délation aux autorités. Le champ de bataille aujourd'hui, là où se trouvent les racistes, les antisémites, les xénophobes, on voit bien que leur parole est diffusée sur la toile et c'est là que nous devons être. La LICRA lance la première application antiraciste pour smartphone. Elle permet notamment de signaler des tags appelant à la haine raciale ou homophobe. C'est un studio lyonnais qui a développé cette application. Allez, c'est ma tournée. Elle permet de prendre une photo, de la géolocaliser, de l'envoyer à la LICRA. La LICRA, si le service de la juridique de la LICRA l'identifie comme tel, elle le fait suivre aux autorités. Vous êtes d'accord, vous, au parti, de laisser vos militants accuser un innocent, un homme connu, d'un crime de collaboration qu'il n'a pas commis? Ah, mais ça engage vos responsabilités, ça. C'est le bordel chez vous, hein. On peut faire n'importe quoi, il suffit d'avoir sa carte du parti et vas-y que je te dénonce, que je t'expulse,
Que je te menace? Tout est permis, hein. Allons. Allez, coco. Le smartphone devient un outil citoyen. Pour fonctionner, la société multiculturelle a besoin d'un autocontrôle individuel et d'une surveillance permanente de la part de la population envers elle-même. Vous en doutez? Pourquoi ne pas faire l'expérience de ce conditionnement? C'est très simple. Il vous suffit de tenter d'expliquer à des amis, collègues, familles ou voisins que vous pensez que les races existent et qu'elles ont des aptitudes et caractéristiques inégales en différents domaines. Si vous constatez que différents interlocuteurs ont la même réaction en utilisant systématiquement les mêmes mots, alors c'est que ces mots, cette réaction, leur a été dictée par un conditionnement. Dès qu'aujourd'hui on veut lier le présent avec le passé, on est réactionnaire. Donc on est réac, donc on est facho, donc on est vichiste, donc on est pétiniste, et donc c'est Adolf Hitler, donc la Shoah, donc on est à l'origine des 6 millions de morts. Alors évidemment, on a peur. Cette réaction est le résultat de la propagande multiculturaliste, pas de la liberté de penser. C'est ce sombre tableau, inquiétant pour nos libertés, qui fera écrire à l'écrivain Renaud Camus que l'antiracisme est le communisme du XXIe siècle. Nous allons illustrer la stratégie de communication utilisée pour diffuser l'idéologie antiraciste et le modèle de société multiculturelle et métissée, à l'aide d'exemples précis du film. La société multiculturelle nécessite d'uniformiser les hommes. Pour arriver à vivre ensemble, il faut qu'ils soient identiques à l'intérieur, qu'ils pensent et qu'ils agissent de la même façon, même s'ils n'ont pas la même apparence extérieure. La propagande nous explique qu'ils sont égaux en tout, souvent au prix du mensonge. Dans la scène de l'ascenseur, une dispute éclate à propos du prénom à donner au futur bébé. Antoine ou Mahmoud? Ça y est, vous lui avez choisi le prénom? Non, on n'a pas encore décidé, maman. On hésite entre Antoine, Lucas ou... Mahmoud. Mahmoud? Ah, moi j'aime bien Mahmoud. Et vous préférez lequel alors? Moi, j'aime beaucoup les trois. Enfin, j'avoue que j'ai une petite préférence pour Lucas et Antoine. Oui, hein. Mahmoud, c'est pas facile à porter quand même. Malgré le côté comique de la scène, le film laisse entendre que l'identité donnée par le prénom n'a pas d'importance. Question. Le prénom que vous portez est-il totalement vidé de sens? Donnez-vous à vos enfants des prénoms n'ayant aucune signification pour vous, surtout si vous êtes croyant? La circoncision du nouveau-né de David et Odile est l'occasion d'une dispute. Faut-il circoncire ou non le nouveau-né? Pourquoi vous le baptisez pas? Peut-être que Benjamin serait ravi d'être catholique plus tard. Mais maman, mais je vais pas vous le répéter 100 fois, écoute, la circoncision fait pas de Benjamin un juif. C'est un gros mensonge. D'après ce rite religieux juif, pratiqué depuis plusieurs millénaires, il faut circoncire le nourrisson à 8 jours, acte au cours duquel il reçoit son âme et rejoint le peuple juif. Selon cette croyance, cette tradition est fidèle à la lignée d'Abraham. Et puis d'abord, c'est hygiénique, voilà. Ça permet d'éviter les infections. Oh, le mien est entier, je me porte très bien. La circoncision n'a rien à voir avec une question d'hygiène. De plus, ce nourrisson n'est pas juif, car sa mère ne l'est pas. Question. Pourquoi mentir? Pourquoi minimiser les différences? Dans toute religion existe une distinction entre ce qui est permis et ce qui est interdit. D'ailleurs, historiquement, les premiers prêtres étaient des juristes et des juges. C'est par la mise en pratique de ces règles qu'une religion prend son sens pour un croyant. Un musulman a pour obligation de ne pas manger de viande non halal. Je vous rassure, Claude, je ne mange pas de porc, mais je ne suis pas un intégriste. Regardez, je bois même du vin. Mais je n'étais pas inquiet, hein. Moi, c'est pareil, hein. Juste le cochon. On n'y peut rien, c'est des traditions millénaires. De même,
Un musulman ne peut pas boire d'alcool, cet aliment étant clairement haram, c'est-à-dire interdit, illicite. Rachid se dit musulman, mais dans la pratique ne l'est pas. Question. Pourquoi mentir? Pourquoi minimiser les différences? Oh mon Dieu, Paul. La religion catholique est tournée en ridicule tout au long du film. Le personnage du prêtre est apparemment homosexuel, stupide et consumériste. Lors de la confession de la mère Verneuil, il consulte les soutanes à bas prix sur Internet. Or, la confession est un sacrement pour les catholiques. Question. Pourquoi le personnage du prêtre est-il à ce point risible et caricatural? Pourquoi nier l'essence de la religion qui a façonné notre pays? Les hommes ont différentes religions qui les amènent à vivre différemment. La diversité des religions participe à la diversité du monde. Le multiculturalisme propose de détruire cette diversité en niant les religions, en les tournant en ridicule, afin de permettre le vivre ensemble. Cette vision présente la religion comme purement cosmétique. Ce soir, c'est la messe de minuit. Ah oui, bien sûr, maman, la messe. Impossible de rater ça. Très concrètement, le modèle multiculturel nous incite à mentir. Par exemple, en allant à la messe fêter la venue du Fils de Dieu, sans y croire un seul instant. Le film présente une scène au théâtre. Une femme remarque toujours quand on la suit. Quelle fatuité! Ça fait bizarre un noir dans un fait d'eau. C'est moderne. En quoi c'est moderne un noir? Mon Dieu, personne, non! Mais je vous en supplie, madame, écoutez-moi! La famille, je vous défends, monsieur ça. Ne craignez rien, madame, je ne vous veux aucun mal. Si mes intentions ne sont pas pures, je vous jure qu'elles ne sont pas hostiles. Bien au contraire. Voici Pontagnac, joué en 1969 à la Comédie Française. Question. Pourquoi faire jouer à un homme noir, avec des dreadlocks, un rôle pour lequel il n'est à l'évidence pas calibré? N'oubliez pas, on est tous égaux. C'est pas grave. Qui est qui? Laissez-moi deviner. C'est facile. Ciao, j'imagine. Ouais. Ah ouais, Ah bah, là, cette tête. Bah. Ouais. Là, c'est plus dur. Rien ressemble plus à un sémite qu'un autre sémite. Je dirais à vue de nez David et Rachid. Ouais, c'est ça. Voilà. Le film présente une France qui n'existe pas, où la question économique n'existe pas, car tout le monde est très riche. Le père est notaire, ses filles sont dentistes, avocates, artistes et juristes, et se marient avec des entrepreneurs, avocats, banquiers ou comédiens. Les familles Verneuil et Coffy vivent dans l'opulence bourgeoise et ont le luxe de se payer une femme de ménage. La question économique est essentielle pour parler honnêtement d'immigration, et ce point est totalement balayé, tout comme il l'était dans le film Intouchable. Le film cherche d'une part à contrebalancer certains préjugés racistes, et d'autre part à en présenter certains autres afin d'en rire. Par exemple, Rachid est avocat. En faisant appel à un avocat parisien, vous trouverez 11 avocats dénommés Rachid et 198 dénommés David. 18 fois plus de David que de Rachid. Question. Avez-vous des préjugés sur l'origine ethnique des avocats? Si oui, reflète-t-il la réalité ou votre horrible préjugé raciste? Un autre préjugé est celui du juif, très riche et trouvant du travail grâce à l'aide active de sa communauté. Ce préjugé est combattu avec le personnage de David, chômeur, qui trouvera du travail grâce à une idée de Rachid et un financement de Chao. Si j'entends le moindre propos raciste de ta belle famille à l'égard des Noirs, je les tape. Hein? Tu les tapes? Correctement, je les tape. C'est finalement avec le personnage haut en couleur d'André, le père africain de Charles, que le film s'autorise certains préjugés, qui constituent certainement les moments les plus drôles du film. Le film illustre à merveille le quotidien de toute société multiculturelle fonctionnant avec l'idéologie de l'antiracisme, la censure de la population par elle-même. Ce mécanisme est admirablement résumé par cette phrase. On est bien d'accord, Claude. On évite tous les sujets qui fâchent. Hein.
Israël, le Dalai Lama, la burqa, là, tout ça. Oui. Et surtout, pas un mot sur l'équipe de France de foot. Oui. Dans le film, comme dans la vie quotidienne d'une société multiculturelle, chacun a pour devoir de se donner des consignes de politiquement correct, si possible, en utilisant le vocabulaire dicté par l'idéologie, comme par exemple le mot « amalgame ». Bon, Rachid, on va pas en parler pendant 3 heures, mais si quelqu'un fait l'amalgame entre immigration et délinquance, toi, tu dis rien, tu prends sur toi, hein? Évite ce genre d'amalgame, ok? L'accusation de racisme peut toucher chacun à tout instant. Dans une scène du film, les filles Verneuil tiennent un conciliabule contre le mariage de leur sœur. Elles craignent l'accusation de racisme. Comme tous, nous devons la craindre. Attendez, là, pourquoi vous faites une tête d'enterrement? C'est quoi le problème? C'est parce qu'il est noir? Oh, s'il te plaît. Ça va, alors pas nous suspecter de racisme, pas nous. Ce qui constitue l'accusation suprême peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Les paparazzis. Bonjour. Bonjour Charles. Bon dimanche. Alors comme ça on veut pas un blague dans la famille? Bon, je vais les mettre au frais. Moi aussi. Charles, tu connais la situation familiale, ça n'a rien à voir avec du racisme. Un peu quand même. Laisse tomber, on n'a aucune excuse. La censure touche tout particulièrement les 2 pères de famille, Claude et André, de la part de leurs enfants. Papa, déjà, 1, tu ne nous as pas offerte. 2, le général de Gaulle est mort. 3, tu te calmes. Leurs femmes respectives, Marie et Madeleine, vont aller jusqu'à pratiquer le chantage sexuel. Il s'incruste à 400 et il veut rien payer à Mindada. Il a dit qu'il verrait ça après. Après? Non mais je la connais la chanson. Il veut payer comment? En francs CFA? Ah non, moi je te préviens. Sur l'argent, je ne céderai sur rien. C'est une question de principe. Où tu vas? Dormir dans le canapé. Je supporte plus tes réflexions racistes. Je n'ai pas du tout aimé comment le plan là m'a pris de haut. Tu as vu son regard suspicieux quand on a parlé d'argent? Je te préviens, si tu fiches en l'air le marais de mon fils, je fais la grève. La grève? La grève. Puis arrive cette scène surréaliste. Je suis contre ce mariage. J'avais pu comprendre, oui. Je ne suis pas raciste, mais j'aurais préféré que mon fils épouse une noire, une africaine, ivoirienne. Moi non plus, je ne suis pas raciste. Et j'aurais préféré que ma fille épouse un blanc européen français. Ah, vous aussi, vous êtes contre? Évidemment. Je veux dire que je vous prenais pour un communiste? Un communiste, moi? Question. Est-il mal de préférer sa culture et son peuple aux autres cultures et aux autres peuples? Bien évidemment, le crime de suspicion de racisme doit être expié par des excuses publiques. Bon, je voudrais profiter de votre présence dans cette maison où nos filles ont grandi pour m'excuser. Je suis sincèrement désolé que mes propos aient pu choquer la dernière fois. Mais enfin, c'était dit sans méchanceté. On n'a aucune excuse. Ouais, désolé Charles, on s'est conduit comme des merdes. Ah mais c'est pas grave. Eh bien, elle est belle la France. Résumons. Le pouvoir promeut une propagande antiraciste qui nous incite à combattre nos préjugés en minimisant, niant ou inversant les différences religieuses, culturelles ou ethniques. La population est amenée à collaborer activement en empêchant toute parole et même toute pensée au sujet de ces différences. Le cadre du politiquement correct doit être maintenu, même au prix du mensonge et de la négation du réel. Sont encouragées la dénonciation, la sanction et la repentance de ceux qui ne suivent pas l'idéologie antiraciste obligatoire. Enfin, nous observons en France que l'on ne se sort pas de cette logique. Plus la société est métissée, plus la suspicion de racisme est omniprésente et le sujet de l'antiracisme devient obsessionnel. Raciste. 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 Des racistes. Raciste. C'est de racisme. Raciste. Racisme. Du racisme. Non raciste. 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 Moi? Sous couvert de l'humour ou dans certains points de détail, le film montre 1. Une mauvaise image de la France et du peuple français. 2. Une bonne image de ce qui n'est pas français.
Si l'on y prête attention, nous retrouvons ces deux caractéristiques dans de nombreux films, séries, livres, etc. Dès la première scène, celle des mariages de leurs 3 filles, les Verneuil ne sont accompagnés d'aucune famille, ni d'aucun ami. Par contre, les familles maghrébines, juives et asiatiques sont nombreuses et chaleureuses. Par ailleurs, le couple Verneuil est déprimé et se dispute jusqu'à la menace de divorce. Pour se remonter le moral, la seule solution semble être de se lancer dans des danses exotiques. Le film laisse entendre que les Français sont responsables et même coupables de l'histoire coloniale, qu'ils doivent en avoir honte et devront éternellement payer. C'est eux qui payent les frais du mariage. Normal, le blanc a pillé l'Afrique, il doit nous rendre un peu. C'est marrant, ça, c'est toujours de notre faute. Enfin, je veux dire, c'est toujours de la faute des Blancs. Parfaitement, messieurs. Vous nous avez pillés, vous continuez. Vous prenez toutes nos richesses et vous ne laissez rien, même pas le caca. Comme si les Français étaient le seul peuple dans l'histoire à avoir occupé des terres et soumis à leurs lois les vaincus. Ils sont incités à penser que, dans le fond, tout est de leur faute. Il faut qu'ils payent. Ce film énonce également quelques constats sur la France d'aujourd'hui, pays qui se transforme au fil des années et devient peu à peu méconnaissable pour de très nombreux Français. Ces craintes sont émises par la voix de Marie Verneuil, qui est comme à l'étranger lorsqu'elle fait ses courses, et confesse ne plus reconnaître le pays qui l'a vu grandir. Je m'en veux de penser comme ça, mais j'aurais tellement aimé les marier dans cette église. C'est là que je me suis mariée, que mes parents se sont mariés, que ma tante Geneviève a fait sa communion. Cependant, elle se persuade que finalement, tout est de sa faute, et que c'est à elle de s'adapter à la modernité cosmopolite. C'est un peu de notre faute aussi, hein. Avec tous nos a priori négatifs. Avant de leur demander de nous comprendre, on aurait peut-être dû faire un pas vers eux. Ah, enfin écoute, ma chérie, on a déjà fait énormément d'efforts. Le message est clair, les Français n'ont pas le choix, ils doivent s'adapter. Ce qui arrive à votre famille n'est pas bien grave, faut vous adapter. C'est la mondialisation. On dirait que ce mariage te remplit de joie maintenant. Oui, on est en 2013, Claude. Le monde a changé, il faut être tolérant, ouvert sur le monde, à l'écoute des autres. Tu me fais peur, la Marie. Non, tu me fais vraiment peur. Les Français sont appelés à se métisser car... On fait partie de la même famille maintenant. Il faut noter que le choix de l'étranger semble inéluctable. En effet, le seul prétendant français à la main de leur fille travaille dans la banque anglo-saxonne et n'est pas très reluisant. En miroir, est présenté de manière positive tout ce qui est extérieur, non français. Chez nous en Afrique, c'est porte ouverte. Tout le monde rentre. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. C'est l'humain avant tout. Question. Est-ce ce profond humanisme que fuient à grands frais et au péril de leur vie ces centaines de milliers d'Africains? Le film laisse entendre que faire la fête résoudra tout. Homo festivus festivus fuit les responsabilités et prolonge à vie son adolescence en transformant sa vie en une fête perpétuelle. Ainsi, le divorce des Verneuil, lié à un profond malaise, disparaîtra comme par magie, à l'occasion de la fête du mariage. À l'alcool, on n'a jamais fait mieux pour rapprocher les peuples. Hein. Posons-nous les bonnes questions. Diversité et frontières. Quelle est la meilleure façon de protéger et de préserver l'incroyable diversité des cultures et des peuples que forme l'humanité? Est-ce de les mélanger sans limite ou de les protéger, donc de les préserver grâce à des frontières? La diversité des ethnies participe à la diversité et à la beauté du monde. Le multiculturalisme propose de détruire cette diversité en métissant les hommes. La solution est simple et universelle. Je protège mon identité, je préserve la diversité. La frontière n'est pas du tout la fermeture angoissante. La frontière est une marque de modestie. Je ne suis pas partout chez moi. Il y a une ligne au-delà de laquelle il y a d'autres personnes que je reconnais comme autres. Ce que l'on appelle le grand remplacement est le phénomène de substitution de la population autochtone européenne par une population venue du tiers-monde. Le grand remplacement n'est pas un fantasme d'extrémistes paranoïaques.
c'est une politique que préconise de mener l'Organisation des Nations Unies. Question. Est-il juste de laisser ce génocide par substitution s'opérer, au risque de voir disparaître les autochtones européens sur leur propre sol? Censure et liberté. Le fonctionnement totalitaire, mensonger et liberticide du conditionnement antiraciste, et plus généralement le politiquement correct, sont-ils souhaitables? Participent-ils à créer une société paisible, durable, harmonieuse et non communautariste, où il fait bon vivre? C'est à chacun de chercher les réponses à ces questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, diffusez-la.